Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui est consacré à notre nouvelle collection Débloque tes maths, qui est une collection qui est là pour aider à lever les points de blocage des élèves en 6e et au cycle 4. On va vous expliquer en détail comment sont faits les livres de cette collection. Et pour ça, je suis en compagnie de 3 des autrices et auteurs de la collection, Lionel Lambotte et Audrey Miconi, qui sont tous les deux professeurs de mathématiques et formateurs dans l'Académie de Nancy-Metz. Valérie Burguin, professeure de mathématiques dans l'Académie de Créteil. Et on est aussi en compagnie de Stéphane Frey, qui est l'éditeur de cette collection et qui va commencer par vous présenter la collection et ensuite qui laissera la parole aux auteurs. Et après leur présentation, on aura un temps d'échange. Et pour ce temps d'échange, vous pouvez utiliser soit l'outil de discussion qui est donc en bas de votre écran, soit l'outil questions et réponses également en bas de votre écran. Je laisse maintenant la parole à Stéphane Frey. Merci Caroline et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais commencer par vous présenter brièvement les caractéristiques générales de cette nouvelle collection d'ouvrages de soutien en mathématiques, dont on espère qu'elle va pouvoir vous aider à accompagner vos élèves tout au long du collège. Je présenterai donc brièvement ces caractéristiques générales et après je laisserai la parole à Lionel, Audrey et Valérie pour qu'ils présentent un petit peu plus en détail l'approche pédagogique et didactique qu'ils ont choisi de mettre en œuvre dans leur ouvrage respectif. Le quatrième auteur des ouvrages de cette collection pour cette année, Olivier Berne, n'a pas pu se joindre à nous, mais il est avec nous par la pensée. Alors, si tu me mets la diapo suivante, Caroline. Merci. Pourquoi faire une nouvelle collection de soutien parascolaire, de soutien en mathématiques? C'est vrai qu'a priori, les propositions ne manquent pas à l'heure actuelle. En fait, cette collection des blocs thémates, elle repousse sur un pari qui, à notre connaissance, n'a pas vraiment été tenté jusque-là. Et ce pari, vous pouvez le voir sur la diapositive qui est à l'écran. Il consiste à proposer un ouvrage sur un point mathématique précis. Un ouvrage, c'est 48 pages sur un point mathématique qui a deux caractéristiques communes. C'est globalement un invariant des programmes, depuis des temps, si ce n'est mémoriaux, en tout cas assez lointains. Et c'est un point qui, d'expérience, pose très souvent problème à certains élèves. C'est ainsi que vous voyez que les 6 ouvrages que nous publions cette année sont consacrés aux fractions, au calcul littéral, à Thalès et Pythagore, à la notion d'aire et de périmètre, au nombre relatif et à la notion de fonction. Chaque année, en fait, on envisage de publier en tout une vingtaine de titres dans cette collection, et donc d'en publier environ 5, 6, 7 chaque année. Et chaque année, vous recevrez en spécimen un de ces ouvrages dans sa version enseignant, c'est-à-dire avec corrigé. Là, cette année, vous avez normalement reçu le spécimen de l'ouvrage consacré aux fractions pour les classes de 6e. Alors, ces ouvrages, ils se distinguent des ouvrages de soutien existants déjà parce que ces derniers, en général, dans leur très grande majorité, traitent tout le programme d'une classe donnée, 6e, 5e, 4e, 3e, en environ une petite centaine de pages. Et le pari que nous avons pris avec les autrices et les auteurs, c'est d'essayer de prendre le temps de lever les blocages sur une notion mathématique et, dans la mesure du possible, de remonter à la racine, de remonter aussi loin qu'il faut. Parce que ça nous a paru plus profitable pour aider l'élève qui se sent fragile en mathématiques que de survoler tout un programme, ce qui permet de se rassurer à court terme en apprenant des recettes de cuisine. Mais ces recettes de cuisine, l'élève aura peut-être du mal à les appliquer une fois qu'il aura passé le contrôle et donc une fois que quelques semaines ou quelques mois ou quelques années seront passées. Alors, c'est un pari d'une certaine exigence, hein, on en est bien conscient, et il est clair que ces ouvrages sont conçus pour être utilisés, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive, sous la supervision d'un adulte, que ce soit un enseignant ou une enseignante comme vous, ou que ce soit un adulte de l'entourage d'un élève qui l'aide parce qu'il se sent fragile sur telle ou telle notion mathématique que son enseignant aborde en classe et qu'au moment de préparer les évaluations, il panique, il stresse un petit peu. Si tu passes sur la diapositive suivante, donc ces ouvrages, c'est des ouvrages
parascolaires, c'est-à-dire c'est des cahiers d'activité, c'est des ouvrages dans lesquels l'élève écrit, c'est ce qu'on appelle des consommables dans notre jargon. Et dans la collection, il y a 2 types d'ouvrages, soit des ouvrages qui sont destinés au niveau 6e, là cette année c'est les fractions et R et périmètre, et on a choisi de traiter ce niveau à part, parce que c'est une classe spécifique du fait de sa position charnière entre l'école primaire et le collège. Et si tu passes à la diapo suivante, il y a d'autre part des ouvrages qui sont destinés aux élèves du cycle 4. Alors, pour chaque ouvrage de cycle 4, le point bloquant, il est présenté dans toutes les classes qui sont concernées. Par exemple, dans les ouvrages de cette année, le calcul littéral s'adresse à la 5e, à la 4e, à la 3e. Même chose pour les relatifs. Thalès et Pythagore à la 4e et à la 3e. La notion de fonction à la 3e. L'avantage de cette approche, c'est qu'en fait, on peut justement, ce que je disais au début de présentation, remonter, en tout cas essayer de remonter à la racine. C'est-à-dire que si un élève de 3e bloque sur le calcul littéral, on a la possibilité de remonter à des choses qu'il n'a peut-être sans doute pas comprises en 5e ou en 4e et qui expliquent le blocage qu'il vit au niveau auquel il se trouve. Si tu passes à la diapo suivante. Alors évidemment, dans les ouvrages qui concernent plusieurs classes, les repères de progression au cours du cycle sont clairement indiqués. Là, j'ai pris l'exemple du sommaire de l'ouvrage consacré au calcul littéral, c'est-à-dire que dans le sommaire, l'élève ou l'adulte qui l'accompagne pour l'utilisation de l'ouvrage voit bien ce qui le concerne dès la 5e, c'est-à-dire qu'il n'y a rien indiqué. Ce qui le concerne en 4e, en 3e, on a indiqué dès la 4e, et ce qui le concerne seulement s'il est en 3e. Si on passe à la diapo suivante, chaque ouvrage est conçu sur la même trame, c'est-à-dire qu'on vous propose une progression en 3 temps pour essayer d'aider l'élève à déplacer ses blocages. Cette trame qu'on propose, elle est simple, mais on estime qu'elle, ce qui est le plus simple est peut-être le plus efficace pour tenter de lever des blocages. Dans le premier temps, la première étape, on essaye de réviser les notions essentielles pour tenter de lever un par un les points de blocage. C'est la première partie des ouvrages. Si on passe à la diapo suivante, je suis toujours sur le sommaire de l'ouvrage consacré au nombre relatif. On voit qu'il y a 3 étapes. Première étape, je revois la notion de nombre relatif. Deuxième étape, je revois les additions et les soustractions de relatifs. Troisième étape, je revois les multiplications et les divisions de nombres relatifs. Cette dernière étape étant à aborder à partir de la 4e. Et à l'intérieur de chacune des étapes, on a identifié et on a traité comme tel un certain nombre de points de blocage, 3, 7 et 4 en l'occurrence ici, qui constituent, on va dire, les unités opérationnelles, chacun de ces points de blocage de la première partie des ouvrages. Si on passe à la diapo suivante, on va voir un petit peu justement comment on décortique ces points de blocage. Je suis toujours dans l'ouvrage sur les nombres relatifs. Étape 1, je revois la notion de relatif. Premier blocage, je place à lever, potentiel à lever, je place des nombres relatifs sur une droite graduée. Alors, quand c'est nécessaire, ce n'est pas toujours le cas, on commence par faire des petits rappels de connaissances. Là, en l'occurrence, c'est ce que vous voyez ici. On rappelle quand même ce que c'est qu'une droite graduée, ce que c'est qu'une origine, ce que c'est qu'un sens, ce que c'est qu'une unité de longueur. Et on rappelle des notions de base que sont la distance à l'origine et la notion de nombre opposé. Et ces éventuels rappels étant faits, si tu passes à la diapo suivante, on s'attache à détailler un point méthodologique. On donne un rappel méthodologique sous la forme d'un petit encadré qui fait une demi-page ou une page maximum, sur lequel on s'attache évidemment à donner le principe de la méthode, mais surtout à l'illustrer avec 1 ou 2 exemples à l'appui. Là, en l'occurrence, on a un exemple. Ensuite, pour chaque point méthodologique, donc pour chaque encadré méthode, on propose une séquence qui s'appelle « J'applique la méthode » et qui consiste à proposer des exercices très courts. Alors, c'est un pari. On propose des exercices très courts, très simples. L'idée étant non seulement de vérifier que l'élève a compris la méthode, mais aussi de lui donner ce qui est quand même assez essentiel et parfois difficile à acquérir pour des élèves qui se sentent fragiles en maths, c'est la confiance en lui. Donc, on ose faire des exercices tout simples. Il y en a 1, 2, 3, 4, jamais plus de 5 ou 6. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un petit peu le maximum.
Et on propose à l'élève, si besoin, des coups de pouce. Par exemple, dans le premier cartouche bleu qu'on voit en haut de l'écran, on propose à l'élève d'aller consulter la correction, puisque c'est un ouvrage parascolaire et la correction de tous les exercices est disponible, et c'est une correction détaillée. Elle est disponible sur Internet, soit via un QR code sur la page de sommaire de l'ouvrage, soit via un mini-lien sur chacune des pages concernées. On propose à l'élève de regarder la correction, et s'il s'est trompé, plutôt que de passer directement à un exercice d'un style un petit peu différent et peut-être un petit peu plus difficile, on lui propose un exercice intermédiaire, là en l'occurrence c'est l'exercice numéro 2, dans lequel on lui a donné un petit coup de pouce. Le coup de pouce qui est donné par la mascotte au sweatshirt violet que vous voyez à l'écran. Ça, c'est vraiment le cœur, je vous disais, l'unité opérationnelle de chacun des ouvrages. Dans leur partie, je révise l'essentiel. Lever les blocages, se rassurer avec des petits exercices simples pour se mettre en confiance et des corrections détaillées, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de donner la réponse, qui sont accessibles sur Internet. Le deuxième temps de notre progression, c'est des quiz. À la fin de chaque étape, on propose à l'élève de réaliser des quiz en ligne, donc qui sont accessibles via des QR codes, afin qu'il confirme un petit peu qu'il a compris les connaissances et les méthodes de l'étape. Donc ces quiz comprennent généralement 3 niveaux de difficulté identifiés par des étoiles et environ 5 exercices pour chaque niveau. Si tu passes à la diapo suivante, on voit que ce sont des exercices interactifs classiques, donc avec une dimension un petit peu ludique, avec tous les guillemets qui s'imposent. Donc c'est des QCM, des listes à relier, des champs à remplir. Et quand l'élève fait une réponse erronée, on ne lui donne pas la réponse brute de fonderie, mais on essaie de lui donner des petits conseils de résolution, toujours en cherchant le compromis qu'on a aussi cherché à l'intérieur des ouvrages, qui est que pour bien expliquer, parfois on a besoin de beaucoup de place, mais pour ne pas perdre les élèves, il ne faut pas trop écrire, parce que sinon ils ne lisent pas. Si tu passes à la diapo suivante, on arrive au troisième temps, plus classique, celui-là, où on va s'entraîner avec des exercices qui mélangent plusieurs notions qu'on a vues dans la première partie et qui vont ressembler à ceux que le professeur pourra donner en classe ou en évaluation. Donc là, sur la diapo suivante, on va voir que ces exercices sont classés par niveau, si l'ouvrage concerne plusieurs niveaux, et dans tous les cas, ils sont classés par difficulté, 1 étoile, 2 étoiles et 1 ou 2 exercices défis pour inciter l'élève à se creuser les méninges. Avec chaque exercice, dans le petit cartouche bleu que vous voyez en haut à droite de l'écran, on lui propose de revoir, s'il en ressent le besoin, une méthode ou un exercice qu'il aura vu dans la partie 1. Et évidemment, on ne se gêne pas pour donner, mascotte aidant, des petits coups de pouce quand c'est nécessaire. Et comme dans si tu remontes encore une fois, comme dans la première partie, la correction détaillée est disponible sur Internet. Il suffit que l'élève tape le mini-lien qui est indiqué en bas de la page, ou alors qu'il télécharge une bonne fois pour toutes tous les corrigés qui sont accessibles via un QR code sur le sommaire. Voilà pour les principes de cette collection. Et maintenant, je te laisse la parole, Lionel, pour que tu nous parles un petit peu plus de tes opus de l'année. Merci Stéphane, merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler des 2 fascicules sur lesquels j'ai travaillé, à savoir donc fraction, R et périmètre, qui sont donc 2 fascicules qui se réfèrent aux objectifs de fin de cycle 3. Alors, quand Caroline et Stéphane parlaient des points de blocage, on sait très bien que sur le niveau 6e, le premier point de blocage, il peut rester peut-être sur la première diapo, Caroline, si tu veux, merci. On sait très bien que les points de blocage, le premier point de blocage, c'est déjà le passage de l'école primaire au collège, qui est déjà une vraie difficulté, avec l'écriture de nos programmes sur ces 2 établissements différents. Alors, on est bien d'accord que sur ces 2 ouvrages, on se réfère aux objectifs de fin de cycle 3 et on ne va pas plus loin. Il n'y a pas de prolongement, il n'y a pas de... Pour aller plus loin, on reste vraiment sur les objectifs de cycle 3. L'idée, c'est clairement de donner du sens aux notions. Vous ne trouverez pas, Stéphane l'a évoqué, vous ne trouverez pas de recette de cuisine, entre guillemets, dans ces 2 fascicules. Par exemple, vous ne trouverez pas de formulaire de calcul d'air ou de périmètre. Exemple, sur la diapo suivante, un exemple à gauche sur les fractions, un exemple à droite sur le R et périmètre. Pour placer un point sur une demi-droite graduée ou lire son abscisse, on revient à la bande unité,
au dixième de la bande unité. On met en parallèle dans le fascicule, vous trouverez le parallèle entre les bandes unités et la demi-droite graduée à chaque fois, et on montre le lien entre la position du point A, qui a comme abscisse ici 19 dixièmes, et le lien avec la bande unité, les 9 dixièmes d'unité, et une unité et 9 dixièmes de l'unité qui donnent 19 dixièmes de l'unité. Quand R est périmètre, à côté, la conversion 1 décimètre cube égale 100 centimètres cubes, pour donner le sens, elle est illustrée. On dessine le décimètre cube, l'aire d'un carré d'un décimètre de côté. On dessine les décimètres carrés et centimètres carrés, excusez-moi. On les dessine et on les compte ou on les calcule et on remarque qu'il y en a 100. Donc un décimètre cube, 100 centimètres carrés. On revient vraiment sur le sens. Pour ces deux fascicules, rien n'a été inventé. Je me suis appuyé, on s'est appuyé sur les documents d'accompagnement EduScol. Donc, en l'occurrence, il y en a un sur les fractions et nombres décimaux cycle 3, et vous connaissez probablement celui également sur grandeur et mesure de cycle 3. Ces documents d'accompagnement EduScol sont assez riches. Ils donnent par exemple la progression de ces deux notions du CM1 jusqu'à la 6e, donc cette progression a été reprise. Ces documents d'accompagnement donnent des préconisations. Je prends l'exemple sur les fractions, c'est marqué à un moment que les fractions supérieures à 1 seront très vite introduites. Donc dans le fascicule, dans le livret, vous avez des fractions supérieures à 1 qui arrivent très très rapidement dans les premières pages du livret. Exemple de progression sur la diapo suivante. Donc, dans le livret fraction, on commence par la fraction de l'unité, la bande unité, en lien avec la mesure d'une longueur. On parle des aires, bien évidemment. Le deuxième point, c'est la fraction en lien avec la demi-droite graduée. Et on termine par la grande nouveauté de 6e, qui est la fraction comme quotient. Ce sont en fait les 3 étapes, en gros, CM1, CM2 pour les 2 premiers points, et la nouveauté de 6e pour le 3e point. Sur R et périmètre, c'est mentionné dans les documents d'accompagnement EduScol, dans le document d'accompagnement EduScol, de commencer par travailler sur la grandeur, sans la mesure. Donc, vous trouverez au début du travail sur les grandeurs, plus grande R que, plus petit périmètre que. Les mesures sont introduites ensuite avec une unité étalon. Les unités usuelles arrivent dans un temps suivant et les calculs, éventuellement les formules, dans le dernier point. Dans la partie où on s'entraîne sur toutes les notions, la deuxième partie du fascicule, c'est là que vous avez, donc, comme Stéphane l'a dit, un mélange d'exercices plus, on va dire, attendu d'un élève en 6e, avec la plupart du temps non-unicité de méthode pour le résoudre. Et c'est pour ça que la correction détaillée à laquelle l'élève aura accès en ligne via un QR code, est une correction dans laquelle on propose plusieurs façons d'obtenir le résultat. La méthode experte, en fait, n'est pas privilégiée dans ce fascicule. On s'adresse bien à des élèves qui, a priori, sont fragiles, voire en difficulté avec la notion. Donc, l'idée n'est pas de les emmener trop vite sur la méthode experte, mais une méthode pour résoudre l'exercice. Exemple, on parlait de non-unicité de méthode pour conclure. Si on doit décomposer la fraction 16 tiers comme la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1, un premier exemple est donné en travaillant uniquement sur la fraction comme nombre, vu comme quotient, comme en 6e. Et puis dans le deuxième exemple, on arrive au même résultat, mais en travaillant avec la demi-droite graduée. Alors, certains élèves, peut-être, s'appuieront plus sur la demi-droite graduée, qu'ils maîtriseront peut-être mieux. D'autres voudront peut-être travailler avec la fraction en tant que nombre, en tant que quotient. Voilà un exemple de non-unicité de méthode pour arriver au même résultat, à savoir que 16 tiers, c'est 5, plus 1 tiers. Voilà pour la partie 6e. Donc, ça doit être à moi. Merci Lionel. Donc, voilà, moi, je vais déjà parler un petit peu de pourquoi ce choix de Thalès et Pythagore.
Donc, quand on m'a un petit peu parlé de ce projet, je me suis interrogée sur ce qui pourrait être intéressant de travailler en 4e et 3e. Et je suis partie d'un constat assez simple qui était de voir un nombre d'élèves, conséquent, pas conséquent, enfin un nombre d'élèves en tout cas, qui étaient capables d'utiliser le théorème de Thalès en écrivant les égalités de quotient, et pour autant sans avoir du tout donné du sens à cette égalité de quotient. Alors, ils parvenaient tant bien que mal à appliquer la méthode, parfois même à avoir des résultats justes aux exercices, mais comme l'a dit Lionel tout à l'heure, sans donner du sens aux apprentissages. Donc moi, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser pour que les élèves apprennent à donner du sens aux apprentissages. Et voilà, je suis partie sur cette idée de Pythagore et de Thalès. Donc ce fascicule est décomposé en 3 parties. Donc la première partie, c'est « Je révise le théorème de Pythagore ». La deuxième partie, je révise le théorème de Thalès. Et la troisième partie, où voilà, on va s'entraîner un petit peu avec toutes les notions, avec bien évidemment en vue un petit peu le diplôme national du brevet, parce que c'est quand même quelque chose qui semble important pour les élèves, les parents, etc. Alors, sur le théorème de Pythagore, donc j'ai mis « donner du sens aux apprentissages », parce que c'est vraiment mon leitmotiv, et en donnant à voir les mathématiques. Alors, ça part sur le début de la notion, déjà donner du sens à ce qu'on appelle le carré, en lien bien évidemment avec l'ère des carrés, de travailler autour de cette notion-là pour introduire le théorème de Pythagore avec le puzzle de Périgal, avec les aires, avec le découpage, et sur la progressivité, ce qui m'a semblé important, c'est d'être très progressif sur les notions, mais aussi sur les exigences rédactionnelles, pour que tout ce qui confère au théorème de Pythagore et au théorème de Thalès ne se résume pas à « on sait que le triangle ABC est rectangle en B », etc., etc., mais vraiment que les élèves plus travaillent sur le sens pour, in fine, arriver à cette exigence rédactionnelle, mais de façon très progressive. Donc ça, c'est pour la partie sur Pythagore. Sur la partie sur Thalès, donc comme je disais, moi, ce qui me questionnait vraiment, c'était ces égalités de quotient sur lesquelles les élèves ne donnent absolument, enfin, pour la plupart, absolument pas de sens, et de revenir justement au travail sur le théorème de Thalès en lien de façon très forte avec la proportionnalité, la construction de tableaux de proportionnalité, donc qui prend quand même une part assez importante sur donner des tableaux de proportionnalité en lien avec des configurations de Thalès. Donc, comme le disait aussi Lionel, hein, moi je ne l'ai pas présenté là, mais sur la correction, on insiste bien aussi sur le fait qu'il n'y a pas unicité, il y a plusieurs tableaux de proportionnalité qui peuvent être donnés. Et toujours pareil, hein, une progressivité sur les exigences rédactionnelles qui arrivent de façon progressive. Les élèves les lisent, les voient une fois, 2 fois, plusieurs fois, pour se les approprier de façon progressive. Il y a un travail aussi autour du tableau de proportionnalité, de l'égalité des produits en croix, pour que les élèves ne fassent pas un simple produit en croix sans en donner du sens. Un travail aussi avec quelques exercices où on va aborder le calcul avec le coefficient de proportionnalité, des choses qui devraient leur parler un petit peu. Et ensuite, donc sur cette troisième partie, voilà, des exercices toujours pareil, donc le leitmotiv aussi, toujours des exercices qui sont très progressifs. Donc on retravaille sur un mélange sur toutes les notions, hein, bien évidemment, et une sélection parmi des exercices du brevet. Mais pareil, dans cette idée de faire aussi quelque chose qui semble aussi important pour ces élèves ciblés, qui est donner confiance. Donc, dans le donner confiance, c'est une sélection très progressive d'exercices, même pour le brevet, pour qu'ils se disent c'est accessible à partir du moment où on fait un choix assez judicieux d'exercices, avec toujours pareil, cette volonté aussi de proposer des corrigés qui sont très détaillés et qui restent en lien avec ce qui a été fait dans les parties précédentes. Et je rejoins un petit peu ce que Lionel disait, ce qui est recherché, ce n'est pas forcément la méthode experte, la rédaction experte, mais c'est bien que les élèves s'approprient la notion et donnent du sens à la notion au travers du choix des exercices. Voilà, moi, c'est un petit peu plus court. Donc, je donne la parole à Valérie. Merci.
Alors, pour ma part, j'ai travaillé sur la notion de fonction, qui est un ouvrage qui peut être traité à partir de la 3e. Donc, pour le réaliser, je me suis aussi appuyée, comme pour mes collègues, sur les programmes et les ressources d'accompagnement, donc sur le thème des fonctions au cycle 4. Alors, l'ouvrage débute par une première partie qui est intitulée « Je révise les notions essentielles » et dans laquelle on va commencer par revoir la notion de fonction comme une dépendance de 2 grandeurs. Alors, toujours dans cette première étape, l'élève va être guidé afin de se familiariser avec la notation fonctionnelle qui n'est pas évidente pour lui à juste titre, ainsi que le vocabulaire associé, à savoir la notion de variable, de grandeur, d'antécédent et d'image. On peut passer à la diapo suivante. Alors, pour faciliter l'élève dans son apprentissage et débloquer donc une des difficultés qu'il peut rencontrer, on a choisi d'utiliser un code couleur pour bien différencier la grandeur mesurée de la variable et visualiser où elle se place dans les notations et dans les différentes représentations. Et ce code couleur a été conservé tout au long de la première partie de cet ouvrage. Et comme on peut le voir ici, donc on a représenté les antécédents en vert et les images en rouge. Alors, une fois ces généralités vues et les premiers points de blocage levés, les étapes 2, 3 et 4 vont faire travailler l'élève sur les différentes représentations des fonctions, donc qui sont vues sous la forme d'un tableau de valeurs dans l'étape 2, d'une expression symbolique dans l'étape 3 et d'une représentation graphique dans l'étape 4, avec pour la détermination d'images et d'antécédents pour chacune de ces différentes représentations. Alors ici aussi, l'élève peut rencontrer des difficultés, notamment lors de la détermination d'antécédents. Alors pour remédier à cela, l'idée c'était dans cet ouvrage de détailler cette détermination d'images et d'antécédents pour chaque représentation, un petit peu comme si l'enseignant était à côté de l'élève, c'est-à-dire en lui expliquant pas à pas comment faire, donc la méthode à suivre et en l'illustrant par des exemples. Alors, on arrive ensuite à la deuxième partie de l'ouvrage qui est « Je m'entraîne avec toutes les notions ». Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, j'ai choisi de commencer par regrouper dans un tableau une série de questions-réponses reprenant tout ce qui a été vu dans la partie précédente. Alors, mon objectif ici, c'était d'aider l'élève à mémoriser donc, les connaissances et compétences qui lui sont demandées et de retravailler donc, le plus facilement et rapidement possible, voire même de lui permettre de faire des feedbacks dans l'année sur cette notion de fonction et sur les procédures de recherche d'images et d'antécédents d'un nombre par une fonction. Alors, suivent ensuite des exercices avec l'utilisation d'un tableur et du logiciel Scratch, qui sont d'ailleurs présents tout au long de cet ouvrage, et enfin des exercices d'entraînement et de synthèse, donc sur la dernière diapo, pour se préparer au brevet, mais aussi aux années lycée. Donc, le but de ces exercices était, si je puis dire, de jouer un petit peu avec les différentes représentations et de passer de l'une à l'autre pour que l'élève soit de plus en plus à l'aise avec chacune d'entre elles et que ces changements de registre deviennent naturels pour lui et ainsi lui donner toutes les armes mathématiques pour réussir à résoudre des problèmes qui seraient modélisés par des fonctions. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous toutes et à vous tous pour cette présentation. Peut-être qu'on peut répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos
vos questions, vos remarques via l'outil questions et réponses donc, qui se trouve en bas de votre écran ou via l'outil de discussion. On a une question d'Anne-Marie qui demande s'il y a un débloc thémat prévu pour Scratch. Alors, il ne faisait pas forcément partie de la liste initiale, mais qu'en pensez-vous, Audrey, Lionel ou Valérie? Est-ce que c'est un sujet qui pourrait se prêter à un traitement sous ce format-là? Alors, l'idée de départ était de lister les points de blocage, les grands points de blocage classiques, on va dire, des élèves. La question est, est-ce que Scratch est un point de blocage? J'aurais tendance à dire que si on le considère comme un point de blocage, le livret arrivera probablement très rapidement. C'était pas pour l'instant, il n'était pas recensé dans la liste des points de blocage. Et Oriane nous demande s'il y en a un prévu sur la proportionnalité. Alors là, la réponse va être oui pour la 6e et oui pour le cycle 4. C'est-à-dire qu'on va mettre deux louches. Je pense qu'on pourra en faire un aussi pour le lycée, un pour les adultes. Enfin, c'est un thème, un blocage assez universel, j'ai l'impression. Oui, Et ça fera également aussi le lien évidemment, avec le théorème de Thalès. Voilà, c'est aussi des ouvrages qui sont en lien les uns avec les autres. Donc, sur la proportionnalité, il y aura évidemment un lien avec ce qui est mis sur l'ouvrage Thalès et Pythagore. oui, effectivement, on voit bien comme les notions s'imbriquent aussi entre elles, même par rapport à ce que vous avez chacun et chacune présenté. On voit déjà comme il faut maîtriser chaque notion, puisque après la compréhension, enfin les choses s'empilent les unes sur les autres. Donc on ne peut pas tout de suite maîtriser une notion de 4e ou de 3e si on n'a pas bien compris les notions qu'il y avait avant. Alors moi j'ai une question d'éditeur. Est-ce que vous pensez que ces ouvrages pourraient être utiles dans le cadre de la nouvelle heure de soutien qui va être mise en place normalement dans les établissements en 6e? Alors évidemment les ouvrages de 6e, pas les ouvrages de cycle 4. N'hésitez pas à utiliser la discussion ou Personne l'outil questions et réponses pour nous répondre. Et, ne veut répondre. je vous envoie un petit sondage là-dessus. Donc, ce serait comment utiliseriez-vous ces ouvrages Est-ce que ce serait dans le cadre d'heures de soutien, en classe Lionel, tu as posé une question, pardon? Est-ce que j'ai le droit de répondre? Ah bah oui. Alors, en tout cas, vous trouverez dans les livrets de 6e systématiquement non pas un retour, mais un ancrage sur ce qui est fait à l'école primaire pour les élèves. Et donc, dans le cadre de l'arrivée des élèves au collège et la mise en route plus ou moins rapide de certains avec ce nouveau fonctionnement, ça peut être une aide de s'appuyer d'abord sur ce qui a été a priori vu en CM1, CM2, avant d'approfondir, consolider, apporter la nouveauté, puisque ça dépend du thème, en 6e. Mais systématiquement, vous trouverez dans les ouvrages de 6e des points d'appui de l'école primaire. Alors Anne-Marie nous écrit dans la discussion qu'elle croyait que cette heure était plutôt pour faire le travail aux élèves. Alors ça, c'est pas devoir fait? Devoir fait, c'est différent, me semble-t-il. Devoir fait, cette heure de soutien, mais là je m'adresse à vous, Audrey, Lionel et Valérie, c'est vous les spécialistes du collège. Il me semblait que c'était différent, que c'était en autre chose. Alors, vos micros ne sont pas ouverts. Ouais. Actuellement, il y a l'heure de devoir fait, et à partir de la rentrée, il y a cette nouvelle heure dont on parle. Je ne sais pas encore les instructions officielles qui sont déjà parvenues, mais il y aurait cette nouvelle heure qui ne remplacerait pas l'aide aux devoirs et qui, a priori,
pourrait être animé, co-animé par des collègues du premier degré dans les collèges, ou pas, je crois que ce n'est pas une obligation, mais ça ne se substituerait pas, à ma connaissance, sauf erreur, à l'heure de devoir fait. Sur ces livrets-là, on peut aussi voir forcément un outil assez important au niveau de la différenciation lorsque l'on fait une séance en classe, ou sur un outil aussi un petit peu de travail en autonomie. Hein. C'est quelque chose qui est beaucoup recherché. Il y a de plus en plus d'enseignants qui proposent des phases d'autonomie pour les élèves aussi. Donc, c'est aussi une idée d'utilisation de ces livrets-là. Et voilà, si je pouvais juste apporter ce petit complément. Tout à fait, parce que peut-être que parmi vous, il y a des enseignants qui voudraient encourager les élèves à travailler sur ces ouvrages chez eux à la maison pour pouvoir être plus à l'aise après en classe aussi. Alors, on a une question sur le prix de vente des livrets. C'est vrai que c'est une information qu'on n'a pas donnée. Chaque ouvrage est vendu 6,50 €. Là, j'en ai un aussi à vous montrer, pour que vous puissiez voir un petit peu l'objet. Donc voilà, vous avez vu des pages intérieures tout à l'heure, mais ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est facile à transporter, c'est léger. Et il y a de la place pour écrire. Pour rebondir sur les thèmes, si je peux me permettre, puisque Stéphane parlait de 5-6 livrets par année environ, sur le niveau 6e, évidemment, après les fractions, vont arriver très rapidement les nombres décimaux. Ça va de soi, puisque le lien entre les deux est tellement fort qu'on ne peut pas faire autrement. Et un autre point de blocage que tous les collègues qui enseignent connaissent, c'est un travail autour des polygones, je parle de la 6e, hein, mais même après, hein, et avec tout le travail autour du fait que tous les carrés sont des rectangles, tous les triangles équilatéraux sont également des triangles isocèles, etc. etc. Tout ce travail on va dire, de famille de figures géométriques non disjointes ou non forcément disjointes les unes des autres. Et tout le monde sait que quand l'élève arrive avec ce cloisonnement des figures géométriques en arrivant au collège, c'est extrêmement compliqué de le faire changer de représentation. Donc voilà, déjà au moins ces deux projets-là qui sont activés, en tout cas, pour le niveau 6e. Pour l'année prochaine. Et il y a aussi le livret consacré à la proportionnalité pour la 6e, qui est en cours d'écriture. Donc des sujets chauds. Isabelle nous pose la question, y aura-t-il un livret sur le sens des opérations? On ne l'avait pas imaginé tel quel, mais l'un de vous trois peut peut-être répondre. Je ne sais pas sur quel niveau évoquait là ou le collègue, probablement, enfin, à mon avis, le niveau 6e. On avait évoqué un livret sur les opérations et il nous paraissait évident d'associer la technique opératoire, qu'elle soit posée en ligne ou mentalement, au sens de l'opération, bien évidemment. Peut-être que le sens des opérations se ferait peut-être dans un fascicule, dans un livret résolution de problèmes, et peut-être technique opératoire à part. Ce n'est pas encore défini, mais en tout cas, il était question évidemment de revenir sur les opérations, notamment en 6e, la division, qui est encore très peu maîtrisée en tout cas, et qui dit retour sur la technique opératoire dit forcément retour sur le sens. Alors, est-ce que le livret sur la proportionnalité va vite sortir? J'enseigne aussi la physique
et c'est très dur de faire compléter le tableau de conventionnalité sur le calcul de la vitesse ou autre. Bah, ça, c'est clair que oui, c'est quand même une des choses les plus essentielles à maîtriser à tous les âges de la vie. On le sort pour 2024. Il est prévu pour 2024 pour la 6e. L'écriture est en cours, mais je ne peux pas vous donner encore exactement la date de publication. Toujours est-il qu'il est en gestation. Voilà. Merci à vous. Et moi, bah, je remercie également voilà, Lionel, Audrey, Valérie pour cette aventure éditoriale qu'on a commencée cette année et puis qui va peut-être se poursuivre l'année prochaine avec de nouveaux livrets. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis on vous dit à bientôt.